Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste comme chaque mercredi pour venir parler avec nous de la situation économique en Israël. Alors on va parler d'un dossier qui est brûlant, qui certes n'a pas fait, on va dire, ne préoccupe pas, on va dire, l'ensemble des Israéliens, mais qui touche beaucoup, on va dire, ce qui se passe au plus haut niveau du ministère des Finances. Il s'agit de cette confrontation ouverte entre le ministre Israël Katz et celui qui était jusqu'à il y a 2-3 jours le chef du département des budgets au sein du ministère des Finances, donc un très haut fonctionnaire du ministère qui s'appelle Shaul Meridor. Alors, ils se sont crêpés le chignon, on peut dire, le torchon brûle et continue de brûler entre les deux hommes. Expliquez-nous l'origine de cette crise. Oui. Et même ses répercussions, parce que ça ne sera pas moins important. Bien sûr. D'abord, je voudrais dire, je pense que la plus grande nouvelle aujourd'hui, c'est que Liana Grunfinkel revient après ma chronique. Et donc, je pense que ça, d'abord, ça intéresse à nos auditeurs. C'est même plus important que tout ce que je vais dire. Et donc, je lui souhaite bienvenue. Maintenant, en ce qui concerne votre question. Effectivement, comme vous avez dit, le Shaul Meridor, qui était le chef des responsables du budget, a dû démissionner il y a 2 jours de ça. Mm-hmm. Maintenant, là, il faudrait que je vais essayer d'expliquer. Il a été mis dehors ou il a dit, vous dites, il a dû démissionner, ça veut dire qu'il s'est fait licencier, il a été poussé dehors, on va dire. Hein. Oui. Maintenant, je voudrais, comme j'essaie de le faire souvent, donner une analyse économique et expliquer au-delà de tous ce que les gens peut-être entendent dans les médias et les gros titres, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. D'abord, pourquoi je pense qu'ici, dans cette chronique, et vous, à Kalita, vous avez, depuis le début de la crise du coronavirus, je parle de son problème économique, disons à partir de mars, évoqué les carences du ministère des Finances. Oui. Je dirais que la plus grande des carences a été le fait qu'ils n'ont pas adopté ce qu'on appelle le modèle allemand concernant le chômage. Oui, c'est-à-dire au lieu de donner directement aux contribuables, c'est-à-dire aux chômeurs, des allocations jusqu'en juin prochain, de donner aux entreprises afin qu'elles continuent à exister et ne soient pas sous le coup, on va dire, de la crise. Tout à fait. Tous les pays européens qui ont vécu la crise de 2008, qui n'a pas eu lieu en Israël, ont adopté le système allemand. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la situation en Europe, et point de vue chômage, et point de vue économique, est bonne. Mais au moins, on a évité ce qu'on appelle la grande crise sociale vraiment du confinement. Parce que les gens sont restés à leur travail officiellement, même s'ils ne pouvaient des fois pas travailler. Et les entreprises, surtout les petits indépendants, étaient assurés d'avoir un salaire tout de suite, d'avoir une rentrée tout de suite pour pouvoir faire face aux problèmes de paiement qu'ils avaient. Comme j'ai souvent expliqué ici, le grand problème qui peut des fois entraîner la faillite, malheureusement, c'est des problèmes de trésorerie. Et donc, ça a été une grande carence qui a été, je dirais, la plus grande d'ailleurs. Juste avant, et nous en avions aussi parlé ici, il y avait une fraude de la part de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, qui est d'ailleurs parti, Roni Hiskiaou. Il était venu emprunter de l'argent pour Israël à l'étranger. Israël a une très bonne note à l'étranger parce que ça va mal dans le monde entier. Israël, relativement, est très bonne. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils ont emprunté, ils auraient pu gagner encore 10% en plus. Et ça, c'est très important quand vous vous rendez compte que les dépenses sont importantes. Si on aurait pu avoir encore 10% quand on emprunte des dizaines de millions de shekels, voire des milliards, ça représente des sommes importantes. Je pense que le politique, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de prendre les décisions, ceux qui sont face au peuple, ont vu ces choses-là. Et ont vu aussi ce qu'on a parlé, le problème bureaucratique. On a promis au milieu de la crise en mai, juin, tout d'un coup, que des gens allaient recevoir et les gens n'ont pas reçu. Et c'est encore une faute. C'est une faute des fonctionnaires de la fonctionnaire du finance. Et vous voulez dire, en fait, vous êtes en train de nous dire que des gens comme Shaul Meridor et ses confrères ont délibérément freiné la politique menée par le gouvernement israélien. C'est clair. Et c'était valable pour le gouvernement de Netanyahou de transition
comme pour le gouvernement de coalition. Tout à fait, depuis Carlon, oui. Encore une fois, vous m'avez posé la question la semaine dernière concernant le Banque d'Israël ou autre. Des fois, il y a ce qu'on appelle la théorie, ce qu'on enseigne dans les écoles, puis il y a la pratique. Et je pense d'ailleurs que ça serait intéressant pour des gens de faire des recherches académiques et autres, que ce soit en macroéconomique ou en microéconomique, ça change, les choses changent. Et ce que le ministère des Finances, encore une fois, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, eux, ils ont une vue globale des choses. Je les comprends aussi, ils ne veulent pas donner d'argent n'importe comment, éviter les abus, etc. Mais dans des cas comme ça, et c'est ça qui est en train de faire maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, on est dans une politique qu'on appelle keynésienne, c'est-à-dire que le gouvernement se rend compte qu'il y a un problème de liquidité au niveau des gens, au niveau des entreprises, au niveau du marché financier, et il injecte des fonds, soit par des projets, soit par des aides aux gens, et c'est comme ça qu'il faut faire dans ces cas-là, et c'est comme ça que dans tous les pays on fait, et c'est une politique, par exemple, c'est une politique qui a été contestée par Shaul Meridor et parce qu'il voulait un budget. Encore une fois, quand on fait un budget, il a dit que c'est pour ça qu'ils ont démissionné parce qu'il n'y avait pas de budget. Quand on fait un budget, et Netanyahu l'a expliqué, et je pense que c'était une bonne chose, il a dit, lorsque je fais un budget, je vais dans un carcan, et je suis obligé aussi de faire ce qu'on appelle des xérotes, c'est-à-dire des choses pas bonnes, et je vois que le peuple, point de vue social, maintenant ne peut pas recevoir des mesures que d'habitude il devrait recevoir. Alors, est-ce que, là je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'économie, mais est-ce que vous pensez que c'est lié au nom de Shaul Meridor, qui est le fils de Dan Meridor, qui lui-même a été ministre des Finances de Binyamin Netanyahou en 1996 ? Vous croyez qu'il y a une sorte de rivalité là, personnelle ? Dans ma chronique économique, j'essaye toujours de ne pas rentrer dans les considérations personnelles. Alors d'accord, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Voilà, et donc je me prends uniquement au problème. Et vous avez parlé d'autres implications pour nous. Alors c'est ça. Quelles sont les implications ? Parce que vous dites que une telle crise, elle peut provoquer un changement dans la notation de certaines agences. Ça peut pousser des agences à dire tiens, est-ce qu'il y a des magouilles au ministère des Finances israélien ? Est-ce qu'on devrait être plus prudent peut-être ? Certains journaux financiers en ont parlé. Celui qui a démissionné, Shaul Meridor, a essayé de le faire en mettant devant la place publique sa crainte de voir les comptes d'Israël complètement renversés. Je crois qu'il se trompe là-dessus aussi. Et je crois que, point de vue économique, encore une fois, pas politique, c'était un mauvais coup de faire ça et de venir à la presse de dire Israël va arriver dans des situations. Il a parlé de Grèce et de Venezuela. Je ne suis pas du tout d'accord, point de vue économique, et les points de vue financiers indépendants non plus ne sont pas du tout d'accord avec cette vue des choses. Donc maintenant, qu'est-ce qui va aller pour nous, pour l'économie, pour Israël, de ce changement ? On a parlé du fait que Israël Katz, le ministère des Finances, va demander de remplacer Michal Abadi, qui était avant très haut placé au ministère des Finances, qui était ce qu'on appelle Chachav Akali, c'est-à-dire le comptable. Et elle est proche des conceptions apparemment d'Israël Katz, c'est-à-dire de ce qu'ils veulent maintenant faire, c'est de donner, de faire une politique keynésienne, et c'est-à-dire de continuer à cette politique, d'aider, par exemple, maintenant on parle beaucoup d'aider les gens, parce qu'on appelle Arnasa Shlili, des gens qui sont retravaillés pour de leur donner encore un salaire bien qu'ils travaillent pour pouvoir, lorsqu'ils ont un bas salaire, pour pouvoir compléter. Maintenant, c'était la deuxième partie. Ça, j'étais glorifique et je l'ai dit point de vue économique. Il y a une chose que moi-même, je suis perplexe depuis 2 jours et je n'ai pas bien compris. La Histadrut, c'est-à-dire celle qui en Israël est centrale syndicale, avait commencé des négociations avec le ministère des Finances. La Histadrut était prête à des compromis. Comme elle a fait d'ailleurs au début de la crise, elle a donné certaines, surtout pour les jours de congé et des choses comme ça, a donné tout de suite son accord à des restrictions, à des choses qui ont été souvent problématiques pour certains salariés, mais elle était prête maintenant à d'autres sacrifices. Par exemple, elle était prête, elle l'a dit, non seulement à bloquer tous les salaires des syndicats des salariés pour les 2-3 ans qui viennent, fonctionnaires je parle, mais pas seulement ça. Elle était même prête, par exemple, à faire que, vous savez, il y a une cotisation des retraites obligatoire. Pour les gens. Dans la fonction publique, l'État cotise plus que le salarié. Et il était d'accord d'augmenter pour plusieurs années de 3-4% la part des salariés. Et il était encore prêt à d'autres concessions. Mais ce qu'il avait demandé, c'est ce qu'on appelle une table ronde, c'est-à-dire on fait une négociation.
Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, Israël Katz a décidé, il a dit, je vais monter au gouvernement des mesures très très dures. Il parle de baisser des salaires de 10-20%, même dans des salaires qui sont moyens, et des choses comme ça. Et la Histadrut ne peut pas accepter une chose pareille. Ouais. Et de toute façon, je dis à nos auditeurs... Donc le bulldozer commence à détruire. Je dis à nos auditeurs qui ne rentrent pas dans l'angoisse. Bon, hier, la Histadrut, je ne sais pas si vous avez parlé dans la revue de presse, a dit a donné un préavis de grève pendant 2 semaines générale de toute la société, et on n'a pas besoin encore de ça. Je ne comprends pas pourquoi à ces moments-là, on va vers des tensions sociales lorsqu'on est justement dans un moment où l'économie israélienne, peut-être on en reparlera, donne des signes, des bons signes de reprise. Alors, on va parler des sociétés, justement, vous parliez de reprise. Est-ce que les sociétés israéliennes se portent mieux, on va dire, à la fin du second trimestre qu'à la fin du premier, ou en tout cas au milieu, au plus fort de la crise? Oui, j'ai souvent l'habitude dans cette chronique de dire à nos auditeurs, regardez ce qui se passe dans les publications des sociétés qui sont cotées à la bourse. Il y en a beaucoup, qui sont des grandes, des petites, dans tous les secteurs, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'économie. Alors, et les analystes financiers ont noté quelques bizarreries. Je ne sais pas si vous avez parlé, par exemple, la bizarrerie de Fox. Elle avait fait des médias parce qu'elle avait demandé à l'époque des grands sacrifices au canyoning, c'est-à-dire au canyon, je ne sais pas comment dire en français, des grands centres commerciaux. Les grands centres commerciaux où ils étaient, de ne pas avoir à payer. Et finalement, on s'est rendu compte que parce qu'elle n'a pas eu besoin de payer les locations, parce qu'une partie des salaires a été prise par l'État, finalement, elle n'a jamais eu autant de profit que maintenant. Et elle a versé maintenant des grands dividendes à ses actionnaires. Ça a fait un grand, dans les médias, quelque chose de très important, puisque c'était lui qui était à la chef de la grande des entreprises pour essayer d'avoir plus auprès du gouvernement. Et en fait, la situation est très, très bonne pour lui. Elle est très, très bonne aussi et très autonomement pour les secteurs financiers, de l'abitoire, des secteurs de l'assurance. Ah oui. Des profits très, très bons ont eu aussi parce que le marché financier a remonté. Maintenant, je dois dire aussi que point de vue général, point de vue du risque des faillites des entreprises, d'après un modèle que j'ai fait, et je continue à le soutenir, ça s'est un peu amélioré. Il y aura peut-être, et de toute façon, ça c'est qui n'était pas bien, mais il n'y a pour l'instant pas en bourse, qu'on a eu peur, beaucoup d'entreprises qui diraient on ne peut plus payer, surtout nos emprunts. Ça aurait fait un grand problème. On ne voit pas ça arriver, et donc je pense que c'est très très important pour nos auditeurs de le dire. Et je voudrais dire une dernière chose par rapport à ça, qui revient à la même chose. La Banque d'Israël a fait noter qu'à l'époque de la crise, 25% des gens, on en a parlé, ne payaient plus leur prêt hypothécaire parce qu'ils avaient le droit de plus payer, c'est revenu à 11%. Ils ont sûrement entendu notre chronique où nous avons dit que ça coûte très cher, mais en plus de ça, ça veut dire que ça va mieux. Alors, une dernière question, parce qu'Iliana nous attend déjà de l'autre côté de la vitre. Le dollar, que se passe-t-il avec lui ? Oui, c'est bien. Le dollar était hier à 3,35, 3,36, et en dessous de 3,40, qui était pour la Banque d'Israël un saut psychologique, où elle a lutté longtemps pour ne pas qu'il descende. C'est très problématique pour les exportateurs, puisque ça veut dire qu'ils auront moins faire. Je redis ici, la raison est financière, c'est-à-dire il y a la plupart des fonds industriels, ici des fonds d'investissement, les épargnants, épargnent beaucoup à la bourse américaine. Et ils veulent avoir leur argent en shekel. Il y a tous les jours des demandes à cause de ça, de transfert de dollars en shekel. Donc, et tous les jours, ceux qui lisent un petit peu, ils entendent que la bourse américaine fait des profits et bat ses records historiques, a dépassé ce qu'il était au début de l'année et de la crise. Donc, ça veut dire ça va bien là-bas. Donc, les gens continuent à investir là-bas, mais voient leur argent shekel. C'est, à mon avis, la chose, au-delà de tout cela, c'est la chose la plus importante qui pousse le shekel par rapport, pas seulement au dollar, mais par rapport à beaucoup de monnaies. Et on parle de $1. Moi, je ne fais pas de prévision, mais on en parle, qui pourrait arriver à 3,20, parce que déjà 3,35, c'est un record de 2008. Oui. On parle même de 3,20, et on parle même de 3 shekels jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas. Eh bien, merci, Dr Daniel Guggenheim, de toutes ces précisions sur les derniers développements économiques. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'être venu dans notre studio.